sur ce sujet. Non, allez-y, Sarah Legrain, parce que j'ai un trou sur ma question. Alors, juste peut-être une demande de précision justement sur vos marges de manœuvre, parce qu'il y a le plan juridique, c'est-à-dire évidemment, vous pouvez pas, vous devez respecter des enquêtes administratives, etc., pour des faits qui relèvent notamment du pénal, etc., bien évidemment, ou qui relèvent de l'obligation de protection de l'employeur vis-à-vis, ou de protection des structures de formation vis-à-vis des élèves, parce que là, c'est un cas un peu différent du Code du travail. Mais il y a la question du règlement et de la force du règlement. C'est-à-dire est-ce que finalement, en inscrivant des choses qui sont proscrites dans votre règlement, ça vous donne quand même des marges de manœuvre aussi pour suspendre quelqu'un ou même mettre à pied ou peut-être même licencier quelqu'un, et que face au prud'homme ensuite, si vous avez des recours et des contestations, vous puissiez faire valoir, eh bien, quelqu'un qui enseignait chez nous avait signé telle charte, tel engagement. Dès lors, il était prévenu, il ou elle était prévenu que, voilà, parce que je pense que ça permet des mécanismes de régulation qui font qu'on ne dépend pas tout à fait des mêmes structures de la justice. On n'est pas dans une obligation de faire, on ne rentre pas dans la preuve de délits qui sont des choses qui relèvent de la justice, mais par contre, on peut dire là, il y a quelque chose de l'ordre de l'infraction à tel ou tel élément du règlement, et ça peut vous donner des marges de manœuvre. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, ou est-ce qu'au contraire, ça reste quand même compliqué? Enfin, expliquez-nous. Voilà. Pas ceux qui veulent répondre, tout le monde doit répondre à la question. Et ensuite, j'ai retrouvé ma question, mais c'est la même que Sarah Pasquini. Je vais la laisser poser sa question. Francesca, j'ai dit Sarah, moi ça ne veut plus. Voilà, au bout de 2h30 d'audition, je commence déjà à fatiguer. Madame Ouvrier, pour répondre à la question. Oui, alors ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui fait suite à la charte et tout le règlement, le déroulé, la clarification de ce qui peut être une parole sexiste, un geste, etc., c'est extrêmement clair. Tout le déroulé et toutes les sanctions, voilà, jusqu'à la suspension, jusqu'à l'exclusion, tout ça est très clair. Oui, comme je l'ai dit, nous, on applique vraiment notre charte déontologique et le règlement intérieur. Et oui, c'est signé dès qu'un professeur prend ses fonctions chez nous avec son contrat, de façon systématique. Donc, en tout cas, on peut invoquer que les choses étaient claires et qu'on s'est entendu sur le cadre de ces fonctions dans notre maison. Nous, on a une charte égalité, mais on n'a pas de charte déontologique ou de charte de la relation pédagogique. C'est une des choses sur lesquelles on est en train d'initier un travail. Et en effet, j'ai entendu la suggestion de le faire pour renforcer notre position juridique. Et moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de charte, mais voilà, on respecte la déontologie aussi. Donc, la question, j'ai retrouvé ma question, mais Francesca Pasquini allait également la poser, donc je lui laisse l'honneur de la poser. Alors oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'investissement important pour les familles, notamment voilà, en termes de coûts, de vie familiale parfois, qui entraînent aussi des déménagements. Donc on peut imaginer aussi la pression qui découle sur les enfants ou les jeunes. Alors ma question s'adresse plus particulièrement à ceux d'entre vous qui accueillent des mineurs, mais je voulais avoir votre regard sur cette pression parentale, sur parfois voilà, les aspirations des parents qui sont transférées sur les enfants, et aussi le fait, est-ce que selon vous, ça serait important par exemple que les parents aussi soient sensibilisés autant que les élèves au danger de la profession, et qu'ils puissent aussi peut-être parfois signer une charte ou alors un engagement, parce que voilà, on parle pas souvent du rôle que peuvent avoir les parents aussi, mais ça reste quand même un rôle un peu dans l'ombre, qui en tout cas a ses moyens de pression, en tout cas sur parfois certains de vos élèves, pas tous.
Je crois que la les seule à avoir des élèves mineurs, essentiellement, c'est Madame Delorme. Donc, si vous pouvez répondre à la question. D'une manière peut-être un peu plus cash, est-ce que vous avez des parents qui mettent de la pression sur des enfants et ces enfants sont amenés après à avoir des positions, des attitudes ou des vulnérabilités du fait de cette pression des parents? Oui. On a reçu notamment un courrier de parents après une suspension d'enseignant nous disant que vu l'investissement qu'ils y avaient mis, on ne pouvait pas suspendre l'enseignant. Donc, on a des cas comme ça. On a d'autres cas où on voit qu'un étudiant ne va pas bien et les discussions peuvent être très compliquées avec les parents qui peuvent pousser l'étudiant, mais c'est évidemment pas général. On doit aussi arriver à accompagner des fois les familles à accepter l'idée que leur enfant veuille faire une carrière artistique. Donc, on est aussi dans cette double position avec les familles, d'à la fois les alerter sur les risques, mais aussi d'encourager la possibilité d'une carrière artistique, parce que c'est encore une idée qui n'est pas forcément acceptée, notamment quand on cherche à avoir plus de diversité sociale ou diversité de territoire. Donc il faut qu'on le fasse, en effet, mais de façon très précautionneuse. Après, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des élèves mineurs sont scolarisés, et donc on est aussi en dialogue avec leur établissement scolaire, hein, ce qui permet de pouvoir, avec les deux établissements, avoir de meilleures alertes quand il y a des problèmes familiaux et de meilleurs suivis. On arrive à la fin de notre audition. Moi, j'ai une question qui est une question peut-être un peu brutale. Malgré tous les efforts que vous faites et toute l'importance que ça a sur la profession, le métier, pourquoi a-t-on encore aujourd'hui ces phénomènes qui perdurent? Parce que ça fait un moment qu'il y a des protocoles en place, que des bonnes pratiques se mettent en place dans les écoles. Ça fait un moment que vous avez des personnes qui dénoncent des faits et nous avons encore ces violences qui continuent et régulièrement on a une nouvelle réémergence, une nouvelle comédienne ou une nouvelle victime qui relance ce débat. Et pourquoi ça continue? Voilà. Est-ce que vous avez quelques clés? On a commencé à en voir, on a bien approfondi, on commence à bien voir, mais pour vous, qu'est-ce qui peut faire que ça continue et que ces violences perdurent? On peut commencer par qui vous voulez, mais si vous avez tous des éléments de réponse, je suis preneur des 4 réponses. Alors, je redis que je pense vraiment que c'est une question de représentation, malheureusement encore, de ce que requièrent ces métiers. Et tant qu'on n'aura pas collectivement, dans ces métiers-là, pris position pour expliquer et pour poser très clairement que l'art n'est pas une excuse pour des comportements, et que c'est, pour moi, que ce soit formulé vraiment à grande échelle, que ce n'est pas une excellence, ça ne veut pas dire une souffrance, et que justement, c'est pas du coup acceptable. Je crois vraiment que c'est le point clé par rapport à des témoignages qui sont retenus, parce que le prisme n'est pas vraiment là d'analyse, qu'il s'agit de quelque chose d'anormal. Et je crois qu'on doit tous et toutes travailler avec fermeté sur ça, de formuler cette chose-là. Parce que sinon, ça va toujours rester un peu obscur. Et je le constate aussi que parfois, on a affaire à des élèves qui me disent « Ah, mais tel professeur, ça serait vraiment bien qu'il soit un peu plus brutal. » Je dis « Mais comment un peu plus brutal? C'est pas du tout à cet endroit que ça se passe, justement. » Et ça ne veut pas du tout dire... Je crois qu'il y a une profonde confusion entre excellence, justement, et que ça nécessite absolument aucune forme de violence, je le redis. Et ça, je crois que c'est très ancré dans les imaginaires
et que malheureusement, ça reste encore ancré dans un imaginaire collectif autour du spectacle et du cinéma. Madame Ouvrier. Merci. Alors, pour répondre, enfin, je suis complètement d'accord, et j'en parlais tout à l'heure avec Madame Strickner, c'est-à-dire effectivement, par exemple, la notion d'emprise, elle est quand même très très peu loin de la notion d'admiration absolue. C'est vraiment, voilà, la notion d'imaginer telle actrice dans tel rôle est très très proche du fantasme, est très très proche du désir. Tout ça, voilà, cette proximité, c'est-à-dire il faut vraiment changer tout ce mode de représentation de qu'est-ce que c'est qu'un acte puissant et magnifique au plateau. C'est pas forcément un acte violent, c'est certainement pas un acte violent. Et la violence, si elle doit être traitée, c'est comme avec les coordinatrices d'intimité, c'est-à-dire que ça se travaille de manière, voilà, comme quand on travaille une bagarre au théâtre, on prend soin. Donc je vois pas comment on peut ne pas prendre soin d'éléments intimes, psychologiques importants. Mais juste, pardon, c'est un petit peu cash, mais pourquoi ça existe encore? Parce que je crois que dans la société, c'est encore très, très complexe. Je commence à, voilà, j'ai 56 ans, mais et donc et je suis voilà, émerveillée de me dire que les jeunes actrices ne vont pas forcément vivre ou penser le monde tel que j'ai cru qu'il était, c'est-à-dire ah bon, c'est comme ça, il faut donc faire avec. Donc voilà, je pense surtout que c'est ça, c'est dans toute la société. Et si ça sort, voilà, maintenant, tant mieux de plus en plus, et que on va veiller à ce que ce soit, faire en sorte que créer puisse être safe, quoi. Voilà, pardon. Mais merci. Madame Delorme. Ouais, s'il s'agissait juste d'empêcher de nuire une poignée de personnes, on aurait déjà résolu la question. Mais là, on a bien le problème, un problème systémique avec les mêmes mécanismes qui ont été décrits dans le cinéma ou la littérature. On a un système qui impose le silence, le fameux « tout le monde le sait et rien ne se passe », un système qui protège encore les agresseurs et à qui on continue de remettre des médailles et à rendre les plus grands hommages. Les femmes, notamment, ont adopté des stratégies de contournement, c'est-à-dire que ce que malheureusement nos professeurs enseignent aux élèves, c'est les listes des personnes avec qui ne pas monter dans un ascenseur, avec qui ne pas aller boire un verre ou à qui ne pas répondre aux SMS. Et si on en est là, c'est aussi parce qu'on est dans un système qui est ultra sélectif. Si je prends l'enseignement supérieur de la musique, on a 2 CNSMD en France. Vous avez 23 Musikhochschule en Allemagne, vous en avez 6 en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas. En France, on en a 2. Donc on est dans un truc extrêmement pyramidal, extrêmement sélectif, où pour arriver en haut, il faut être prêt à tous les sacrifices. En tous les cas, c'est l'image qu'en ont les étudiants. Et de l'autre côté, du monde professionnel, on a une précarité, une précarisation encore plus grave, avec des systèmes d'ensemble ou de compagnie dans lequel un directeur artistique est en situation de pouvoir pourvoyer aux emplois aux artistes, aux interprètes. Et donc ça fragilise énormément et ça empêche aussi à ce que la période soit complètement donnée. Et puis je rejoins ce qu'a dit ma collègue sur le fait que l'art, on travaille sur les émotions, on travaille sur l'intime, on travaille sur le corps, et donc certains peuvent y voir des confusions qui mènent à des dérives graves. En tout cas, moi, je suis persuadée que dans certaines disciplines, les classes sont mixtes au conservatoire et sur scène, les femmes disparaissent. Et je pense qu'une partie disparaissent, et j'ai eu plusieurs témoignages de vies brisées au moment des études ou du début de l'insertion professionnelle par ces violences. Donc, il faut agir et on a beaucoup d'espoir dans votre travail pour la suite. Merci, Monsieur Pierre Delaveine. Et ensuite, j'ai une question de conclusion de Madame la rapporteure. Écoutez, moi, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, qui est très juste. Je vais essayer d'être plus porteur d'espoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre 2 mondes, le monde des anciens et le monde des nouvelles générations.
et pour ça, il y a un peu une loi du silence dans un certain monde, mais que ça pousse en dessous. Et c'est vrai qu'on a affaire à des comédiens et des comédiennes qui sont des êtres fragiles, sensibles, à qui on demande aujourd'hui pas seulement d'être des artistes, mais aussi des commerciaux. Il faut se vendre et il faut casser encore des préjugés comme quoi il faut naître dans le désir d'un réalisateur, d'un producteur, que peut-être il faut coucher pour réussir. Pardon, je parle cash comme vous. Et je pense que c'est pas encore cassé complètement, mais qu'à force de le dire, de le répéter, de les aider, le monde est en train d'avancer. Voilà. Madame la rapporteure, rapidement, parce qu'on a dépassé, pas rapidement votre question, on prend le temps que vous voulez, mais vos réponses devront être rapides. Merci, Monsieur le Président. Ces défaillances systémiques que vous décrivez bien, Madame Delorme, mais aussi ce mode de représentation, mais également ce raccourci qui en fait induit qu'un acte puissant n'est pas forcément un acte violent dans la réalité. Est-ce que c'est une confusion? Est-ce que c'est un imaginaire qui est propre à la France? Madame Strickner, vous nous avez dit, vous êtes autrichienne. Madame Delorme, vous recevez dans votre conservatoire, dont vous êtes la directrice, des élèves qui sont aussi étrangers. Est-ce que vous pensez que c'est une spécificité française ou pas? C'est très compliqué, hein. On peut faire que des hypothèses, mais je pense qu'on est quand même dans un des pays les plus centralisés et le fonctionnement pyramide que je donnais, à mon avis, induit ça. Ensuite, j'en discutais exactement avec des Allemands et qui me disaient que c'était vraiment culturel en France sur une vision peut-être plus romantisée de l'art, mais c'est très difficile pour moi de l'objectiver. Mais force est de constater qu'en tous les cas, quand j'en parle avec mes homologues étrangers, ils sont plus avancés que nous, en tous les cas, sur la question. Je pense effectivement qu'il y a une sorte d'idéalisation du génie créateur qui du coup, a tendance à justifier tous les sacrifices pour justement aller vers l'accomplissement absolu dans l'art. Et ça, effectivement, si je le compare à d'autres pays, je trouve que c'est assez prononcé ici, dans cette représentation-là et dans cette ambition aussi, d'une certaine façon, de trouver historiquement normal qu'un metteur en scène ou professeur, ou en tout cas quelqu'un en position vraiment ascendante, quand il s'agit de l'art, il peut donner un peu libre cours à ce qui sert, à cette cause. Et de l'autre côté, effectivement, qu'une actrice ou aussi un acteur, ce soit des personnes qui doivent à tout prix se mettre au service de ce qui se passe pour le but beaucoup plus élevé, c'est-à-dire la création. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect qui est, au fond, du coup, oui, c'est compliqué tant que ça plane un peu dans un inconscient collectif de ramener les choses au concret et de vraiment faire respecter à chaque fois des paramètres très objectifs et pas du tout flous, en fait. Je pense que c'est pas flou. Merci. S'il n'y a pas de... Voilà, bon, on va conclure. Je vous remercie énormément. Je crois qu'avec la rapporteure et mes collègues, vous nous avez apporté quelques pistes de réflexion supplémentaires et quelques petits éléments sans doute de développement et de meilleur encadrement, non pas de vos écoles, parce que j'ai l'impression que vous avez en partie fait le travail, mais peut-être de coordination, comme l'a dit Madame la rapporteure, et ensuite... de diffusion de ces pratiques. Et je crois que vous avez un rôle important puisque vous formez les auteurs, les réalisateurs et vous formez le monde du spectacle de demain. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je suspends pour 2 minutes parce qu'on a pris du retard.